Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Capgemini pour ceux qui nous rejoignent. Je suis Arnaud Bouchard, je m'occupe au sein de Capgemini en France du secteur automobile et de mobilité. On est ravis de vous avoir pour cette semaine que nous, vous l'avez vu tout à l'heure, la semaine de l'auto et de la mobilité. C'est une semaine importante pour nous, pour nos équipes, puisque il y a deux thématiques qui nous est chère, en tout cas pour cette semaine. C'est la fierté de tout ce que l'on peut faire chez Capgemini au sein du secteur automobile et mobilité, et deux, le faire savoir, puisque l'idée derrière est justement de rayonner largement au sein de notre entreprise pour le faire savoir à nos collaborateurs, mais également derrière pour le faire savoir sur le marché. Je vais aller très très vite. L'idée, c'est que vous sachiez que chez Capgemini, quand on parle de l'automobile aujourd'hui, on a trois priorités majeures. Une première qui est autour de la supply chain, une deuxième qui est autour de la softwareisation, je pense que ça vous parle dans l'automobile, et la troisième qui est autour de la sustainability. Et pour ce faire, on a décidé de monter une table ronde avec un regard justement un peu différent, le regard de la filière ferroviaire. Donc c'est ce qui va se passer pendant l'heure qui vient. Ensuite, on sera amené à avoir 3 ateliers autour de sujets, on va dire sustainable, l'éco-design, la supply et l'économie circulaire. Et puis ensuite, une petite restitution entre nous et un cocktail pour justement que ce soit convivial. Pourquoi on a mis en avant la notion de filière ? J'ai été marqué par une intervention d'une entreprise qui s'appelle Interface, qui fait des moquettes industrielles comme celle-ci. Et cette entreprise, historiquement, les moquettes sont faites à partir de pétrole. Et ils ont été chahutés par un client en disant « mais concrètement, qu'est-ce que vous faites, vous, pour justement être beaucoup plus sustainable ?» Ils ont opéré des actions de recherche et développement, ils ont trouvé un moyen. Ce moyen était extrêmement onéreux et ils se sont dit la seule façon de le rendre accessible à nos clients, c'est de le partager avec nos concurrents et que ça devienne un standard du marché. Ce qu'ils ont fait. Et donc ça a été un déclic, en tout cas pour moi, en me disant mais le sustainable ne peut fonctionner, enfin la transformation durable, pardon, ne peut fonctionner qu'à partir du moment où l'ensemble des acteurs de la filière travaillent différemment pour justement atteindre non seulement une transformation durable, mais une transformation économique justement intéressante. Donc voilà ce que l'on va discuter autour de cette table. Et cette transformation durable, on la vit aussi chez Capgemini, et donc je vais inviter Cyril Garcia, qui est membre du comité exécutif du groupe Capgemini. Cyril, si tu veux bien venir, qui est en charge de la sustainability pour nous et pour nos clients. Cyril. Bonjour à tous et bienvenue chez Capgemini. Je suis vraiment très heureux, on est très heureux avec un ensemble de collègues de Capgemini de vous accueillir dans une actualité qui est, je vais dire, assez exceptionnelle du point de vue de la transition énergétique et du climat. Au lendemain de la publication d'un rapport du GIEC qui place les technologies, qui aborde les technologies sous l'angle des solutions pour maintenir la trajectoire 1,5 degré, qui franchit aussi quelques tabous pour ceux qui suivent les débats académiques ou qui font partie de l'industrie pétrolière ou qui en ont fait partie. La réponse sur la carbone capture est un élément intéressant dans le débat européen. Quelques jours après la publication du plan européen, qui est la réponse à l'IRA américaine et qui est ce fantastique booster de près de 400 milliards de dollars pour développer ce qu'on appelle les climate tech. Donc, on n'a pas attendu, nous, ce contexte pour affirmer notre ambition et pour se dire qu'on voulait, et c'est vraiment la promesse que porte notre directeur général Aiman Ezzat, d'être un leader mondial dans ce qu'on appelle les Sustainability Services. Et cette ambition, elle est forte, elle est évidemment au service de nos clients, les aider à réduire leurs émissions, les aider à réduire l'impact sur l'environnement de leurs activités industrielles. Et cette ambition, elle est possible parce qu'on a un modèle aujourd'hui équilibré grâce à l'acquisition d'une entreprise que vous connaissez tous, qui s'appelait
Altran, qui est une formidable machine à innovation, notamment dans le domaine de l'environnement, qui est devenu Capgemini Engineering, et qui apporte le deuxième flotteur au groupe Capgemini pour aborder cette révolution, c'est-à-dire les services et les produits, et comprendre intimement la révolution du produit. Le produit durable, pas de produit durable sans penser en amont la conception du produit. C'est un des sujets clés d'Altran, et toute une série de recherches dans la biologie synthétique, la protéine qui absorbe le plastique, des choses peut-être un peu plus anecdotiques, mais la chaussure connectée est surtout au cœur de la production et des process d'entreprises comme Airbus et Stellantis. Donc, c'est très important pour nous d'avoir au cœur du modèle Capgemini plus de 50 000 collaborateurs qui maîtrisent, qui ont cette intelligence du produit. Donc, quatre gros domaines d'action. Pour nous, le premier, comme le dit Eman, c'est rendre vert le capital industriel de l'entreprise, c'est-à-dire rendre l'entreprise durable dans toutes ses dimensions. Et ça, vous voyez Capgemini comme un ensemble de ses concurrents leaders mondiaux engagés dans cette course. Ce qu'on voit moins, c'est le deuxième domaine d'action, c'est notre engagement pour les Climate Tech. C'est une petite start-up grenobloise qui est née en 67 et qui a fait son développement sur l'intégration de technologies, qui a ensuite qui l'a enrichi avec du conseil. Les années qui viennent et les 5 ans qui viennent, vous nous verrez bouger énormément sur l'intégration de ces Climate Tech. L'hydrogène, le solaire, l'éolien, la biomasse, toute une série de domaines dans lesquels nous avons aujourd'hui un certain nombre d'assets pour un certain nombre de nos clients, notamment de l'auto, et que nous allons développer. Le troisième volet, c'est que cette entreprise s'est mise à investir, et grâce à l'apport d'Altran, s'est mise à investir et à faire de la recherche et développement. Donc j'évoquais tout à l'heure la question de la biologie synthétique. Il y a d'autres domaines que nous avons commencé à aborder. Et le quatrième domaine qui est au cœur de vos débats, c'est les écosystèmes. Alors derrière ce grand mot, soyons concrets, comme disait Arnaud, on pense qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de succès dans la transformation durable sans une collaboration effective entre des partenaires de filières ou intersectoriels ou interfilières. Et donc pour ça, vous pouvez nous interpeller, dire mais qu'est-ce que vous faites concrètement ? Concrètement, on a brisé un grand tabou chez Capgemini qui est on a décidé d'investir en étant minoritaire. Principe du fondateur Serge Kampf, jamais minoritaire. Nous avons, entre guillemets, rompu ce principe pour entrer dans des écosystèmes de la batterie, Gigafactory de batterie, notamment le projet Vercor, dans le domaine de la data et de l'agriculture, avec Ag Data Hub. Donc, dans une logique honnêtement de comprendre et d'apprentissage de ce qui se passe dans ces écosystèmes, quels sont les points bloquants, quels sont les verrous technologiques, quels sont les verrous de gouvernance. Et donc je comprends que c'est le sujet très important de cette matinée. Évidemment, sur ces 4 domaines d'action, il faut être agile, il faut manipuler la data, il faut comprendre comment la data amène de la performance, amène le tracking, amène de la visibilité, contribue à l'innovation, et penser circularité et design sustainable. Donc la bagarre est technologique et elle est aussi culturelle, et je le dis, c'est peut-être un peu à côté du débat de la matinée, mais je le dis parce que il y a beaucoup d'acteurs du ferroviaire dans la salle. La bataille du temps est engagée. On a tous construit nos offres de services, été élevés dans un monde où satisfaction client, ça voulait dire vitesse, ça voulait dire peut-être précipitation, ça voulait dire immédiateté, instantanéité. On sait aujourd'hui que cette vitesse, cette instantanéité, elle a un impact sur les émissions carbone. Donc comment on apprend à nos clients à penser le temps différemment, à trouver d'autres leviers de satisfaction pour les usagers, les citoyens et les consommateurs autour d'un autre usage, autour du temps. Donc probablement un gros sujet de réflexion pour les acteurs du ferroviaire et de l'auto. Voilà, je vous souhaite de bons débats. Partager, échanger, se confronter, et encore merci pour votre participation, messieurs, pour éclairer ces échanges tout au long de cette matinée. Merci. Merci beaucoup.
On a bien compris qu'avec l'urgence écologique, vous avez fait vous avez fait référence au dernier rapport du GIEC qui est sorti hier soir, que l'évolution des comportements, que tous les secteurs sont confrontés justement aux urgences climatiques, au changement climatique et aux questions de durabilité. Alors la durabilité, c'est une priorité pour les entreprises, mais la mise en place mériterait d'aller plus vite, notamment dans le secteur automobile. Comment est-ce qu'on peut accélérer cette transformation? On va voir comment la filière ferroviaire, justement, s'est emparée du sujet avec mes invités. Yannick Leguet, bonjour. Bonjour. Directeur technico-commercial chez Alstom. François Agoyer, bienvenue. Bonjour, directeur programme d'innovation technologique au groupe SNCF. Et puis Abdelkrim Talahalout, directeur de la valorisation et de l'innovation chez Rellenium. Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous les trois. Alors, pour que ce soit bien clair, pour que vous compreniez un petit peu dans l'assistance qui fait quoi, je vais demander à chacun de se présenter et on va commencer par vous, Yannick. Oui, bonjour, je suis donc Yannick Leguet. Ça fait un peu plus de 30 ans, 32 ans que je travaille chez Alstom, donc 32 ans de ferroviaire, ça marque, mais j'y suis rentré, je n'y connaissais absolument rien, et j'y suis resté par passion, une passion peut naître également de son travail, et j'en suis un très bon exemple. Depuis environ 5 ans, j'ai repris donc le poste de directeur technico-commercial chez Alstom, et donc mon rôle est au travers de mon expérience technique, puisque j'étais directeur de la plateforme grande vitesse chez Alstom, directeur technique de la plateforme grande vitesse chez Alstom, et j'ai également été directeur de l'ingénierie d'un site sur La Rochelle qui fait des tramways et des TGV. Donc j'ai repris ce poste de technico-commercial et je vais promouvoir, on va dire, les solutions techniques d'Alstom auprès des différents donneurs d'ordre, qu'ils soient nos clients, SNCF, RATP ou Transdev ou d'autres, mais également vers des gens, des autorités organisatrices de mobilité qui auraient des questions techniques sur telle ou telle problématique. Et ces dernières années, il s'avérait qu'on a effectivement eu énormément de questions sur tous les sujets de décarbonation, et en particulier sur l'hydrogène, qui a été un point extrêmement structurant ces 5 dernières années sur le ferroviaire en Europe et en France, et où on a été amené à avoir énormément de débats, que ce soit au niveau des politiques et au niveau de nos clients et au niveau de nos fournisseurs également. Donc on pourra partager sur ces thématiques tout à l'heure. Alors on va voir justement comment tous les trois vous travaillez ensemble. Vous êtes un petit peu le chef d'orchestre, vous François Agoyer, alors présentez-vous. Donc François Agoyer, donc moi ça fait un petit peu moins de temps que Yannick que je suis dans le ferroviaire. 25 ans, j'ai fait beaucoup de métiers de production. Donc la partie opération du ferroviaire, je la connais un peu par cœur. Et ça fait 2 ans que j'ai changé de crèmerie, où je suis désormais dans les programmes de recherche et d'innovation. Donc je vais avoir des projets qui sont un petit peu plus connus. Je vais être sur les trains hydrogène, sur des trains légers pour les territoires, sur des technologies complètement nouvelles pour améliorer le ferroviaire. Et ça change beaucoup dans mon activité, puisque par exemple, le dernier poste que je pouvais avoir, c'était directeur des opérations du RERD. Donc vraiment rien à voir. Ça me permet de cumuler la connaissance des envies des voyageurs, des besoins des voyageurs, notamment dans les endroits où le ferroviaire, le transport collectif massif est la seule solution. Mais j'ai eu aussi des expériences dans les territoires, notamment en contact des autorités organisatrices, pour ressentir l'appétence progressive vers un mode de transport un peu plus éthique, un peu plus décarboné. Donc je vais avoir ces différentes approches, et ma plus-value dans la partie ferroviaire, ça va être d'emmener ce driver business, ce driver envie du ferroviaire, envie de mobilité, vers les programmes de recherche et innovation. Abdelkrim Talahalout, vous représentez un petit peu la recherche, l'innovation? Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, par ordre, je suis celui qui a le moins d'expérience dans le monde ferroviaire. Donc, je travaille dans le domaine ferroviaire depuis 3 ans. Et avant cela, j'ai passé plus de 20 ans dans le domaine parapétrolier et pétrolier, notamment chez Total et la Compagnie Générale de Géophysique. Donc, j'ai beaucoup baigné dans la rupture de l'innovation par rapport à l'évolution qui a eu lieu dans le domaine pétrolier. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur les sujets de data, sur les sujets de traitement de données, et une vision donc système de l'innovation. Et j'ai rejoint Rellenium pour prendre en charge le programme Train autonome,
qui arrive sur la fin et dans lequel Capgemini est un partenaire essentiel. Et puis depuis environ un an, j'ai pris en charge la direction de la valorisation à Rhélénium parce qu'on s'est rendu compte que l'écosystème de la filière est en train de se structurer autour d'enjeux majeurs, autour de la donnée, autour de l'IA, autour de l'approche système des modes collaboratifs. Et donc, il y a cette volonté d'être en capacité d'amener une valeur par rapport à la filière autour des actifs que Rhélénium a développés pendant ces 10 dernières années et d'accompagner aussi nos partenaires comme Alstom et SNCF qui sont là. On va beaucoup parler durabilité, mais le train, c'est la star de la mobilité écologique, hein, c'est le transport le moins polluant. Pourquoi aller encore plus loin dans cette durabilité? Déjà, ça fait toujours du bien de se rappeler les chiffres. Un voyage en train, c'est 10 fois moins polluant qu'un voyage dans les autres modes de transport massifs. Y compris avec la voiture électrique. Un voyageur en train, c'est 2,6 grammes de CO2. Un voyage en voiture électrique, c'est 103 grammes de CO2. Donc, il y a effectivement cette appétence. Pourquoi il faut aller plus loin? Parce que déjà, le ferroviaire ne répond pas à tous les modes. Aujourd'hui, on sait que la complémentarité des modes, la multimodalité, va être au cœur des besoins des voyageurs. Donc, on a cette envie d'aller encore plus loin pour accroître le service rendu via la modularité. Et ça va être une volonté de décarboner par le fer. Et puis il y a le deuxième aspect, qui est au moins aussi important, c'est que même si le ferroviaire a déjà des bons résultats, on n'est pas totalement décarboné. Et donc c'est aussi la décarbonation du ferroviaire qu'il faut engager. Les trains TER, par exemple, il y a 17% des trains TER qui sont encore avec des énergies fossiles. Et ces trains TER représentent 50% des émissions de gaz à effet de serre de l'activité voyageur. Donc pour aller encore plus loin, pour contribuer à l'objectif de décarbonation décarbonation 2050, sortie du diesel à partir de 2035, il faut qu'on aille tout de suite vers des solutions technologiques nouvelles. Et donc on doit faire mieux. On doit faire mieux donc, pour ces trains qui sont aujourd'hui à énergie fossile, et puis aussi pour les trains neufs. On va certainement parler à plusieurs reprises du TGVM, je sais qu'on va en parler. On va parler de tous les projets. Voilà, de tous ces projets, mais c'est aussi concevoir des trains qui sont encore plus efficaces, encore plus efficients d'un point de vue énergie consommée, d'un point de vue énergie consommée, y compris pour leur fabrication. Donc c'est vraiment une volonté d'aller plus loin. C'est une nécessité de le faire pour la filière, pour le mode SNCF. On ne va pas rentrer trop dans la technique, mais 80% des émissions de gaz à effet de serre du groupe SNCF, c'est le scope 3. Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille filière. Ça veut dire qu'on est obligé de travailler avec de la recherche pour trouver des nouvelles technologies, mais aussi avec la filière industrielle représentée aujourd'hui par Alstom et Yannick Leguet. C'est vraiment un tout cohérent, cette décarbonation de la mobilité par le ferroviaire, mais aussi décarbonation de la mobilité du ferroviaire. Il nous faut les deux pieds. Comment repenser le train pour moins consommer. Vous accordez une place importante à tout ce qui est éco-conception chez Alstom? Alors, oui, je pense qu'en tant qu'industriel, aujourd'hui, on n'a simplement pas le choix. Aujourd'hui, et le faire, c'est un petit peu ce qu'on a fait, et comme il y a beaucoup de gens de l'automobile autour de la table, à l'époque du Lean. Le Lean s'est imposé quelque part en termes de manière de concevoir, manière de fabriquer, etc. L'éco-conception doit être impulsée par le haut et ensuite déclinée dans tous les niveaux de conception, de réalisation des projets, etc. Donc Alstom a inscrit dans sa ligne stratégique, il y a 3 axes sur la ligne stratégique d'Alstom, il n'y en a pas 40, il y en a 3. Green Mobility, c'est le premier. L'autre, c'est la digitalisation, et le troisième, c'est Alstom Mobility. Donc, sur 3 axes, donc, on s'y retrouve très facilement. Et quand on raccroche, on va dire, tous les axes d'innovation sur ces trois thématiques, eh ben, on voit que les gens se creusent la cervelle pour aller chercher toujours plus vert. Mais toujours plus vert, ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours plus léger, toujours moins des nouvelles solutions de traction, on va dire, avec de l'hydrogène, de la batterie, etc. Mais c'est aussi meilleure efficience de toutes les électroniques, de puissance. Bref, il y a tout un tas d'idées qui vont naître
au travers de l'innovation, et donc qui vont derrière se décliner dans les conceptions des projets, etc., etc. Donc on a au sein d'une entreprise le besoin de cette cohérence, et quelque part il n'y a pas de place pour le greenwashing. Il n'y a plus de place pour le greenwashing qu'on a pu connaître il y a 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, quand vous embauchez un jeune, et on a tous des problématiques de recrutement, quand vous embauchez un jeune ingénieur ou une jeune ingénieure dans votre société qui a pour ambition de travailler dans une entreprise qui a été attiré par cette entreprise pour ses valeurs vertes, il n'est pas question de la décevoir, sinon vous allez la perdre tout de suite. Donc il est important que ce soit ancré et que ce ne soit pas du greenwashing. Donc chez nous, depuis le CEO jusqu'au dans toutes les strates de la hiérarchie, tout le monde a clairement embrassé cet objectif au travers de plans stratégiques et de réalisation de projets, et on s'y attelle tous sans aucun doute, et ce qui nous permet d'avoir une ligne de conduite extrêmement claire. Et chez Rayonium, comment ça se passe? Alors nous, chez Rayonium, on s'inscrit dans la mise en place de consortiums de collaboration pour permettre justement de faire cette émergence de nouvelles innovations. Parce que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que l'enjeu, il est tellement gros qu'un industriel à lui tout seul ne peut pas y aller. On est vraiment obligé de se positionner dans une approche système, donc de regarder l'ensemble du système avec notre chef d'orchestre SNCF, donc où il y a les infrastructures, le matériel roulant, et donc il faut être en capacité de se structurer en termes de comité d'innovation et de mettre tout le monde autour de la table, non pas dans une approche de compétition, mais d'être dans un modèle de coopétition, où tout le monde se met autour de la table pour permettre la levée de ces verrous technologiques. Donc nous, Rayonium, comment ça se passe? Eh bien, on va faire le lien entre ces besoins des industriels et la levée de verrous technologiques et les besoins en termes d'innovation, de recherche. Donc on est le lien vers le monde académique, vers des universités, le CEA, etc., pour faire en sorte de faire le lien avec les industriels et l'opérateur qui est SNCF pour permettre justement de voir émerger cette innovation et de ne pas avoir et d'adresser les enjeux de décarbonation. Donc si on comprend bien, c'est toute la filière qui se structure pour sortir un peu d'une organisation en silo afin de jouer collectif. Tout à fait. Ouais. C'est totalement ça. C'est d'ailleurs été un de mes gros étonnements quand je suis arrivé. Je vous ai dit, ça faisait 2 ans que j'étais là. Quand j'ai constaté les montants colossaux investis par le groupe SNCF pour accompagner des projets de décarbonation. SNCF construit pas de train. Ça, c'est Alstom. SNCF va pas tirer bénéfice de brevets, puisque ça va être toujours pareil. Ça va être les gens qui ont conçu le brevet ou alors les gens qui vont produire derrière le train. Et néanmoins, SNCF investit des montants en millions d'euros tous les ans pour faire progresser la filière. Et ça, c'est vraiment cette volonté du rôle SNCF de faire, entre guillemets, grossir la part de marché du ferroviaire pour répondre aux besoins de mobilité décarbonée. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important, c'est ce rôle de pouvoir animer, structurer une filière, pas que SNCF, bien sûr, mais pour aller au-delà et vraiment répondre aux besoins du marché. Il y a une construction d'une filière qui est en nette émergence. Yannick Leguet, sur ce point, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voulais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit dans les propos introductifs de Arnaud tout à l'heure, sur l'exemple du revêtement de sol qui coûtait plus cher, etc. Oui, un train, quand vous lui imposez des contraintes de conception, des contraintes de matériaux, des contraintes de consommation, etc., à un moment, au début, il va coûter plus cher. Et on est sur un marché aujourd'hui où on ne vend pas des trains au grand public, on le vend à un opérateur qui en France est SNCF, mais Alstom vend également à Deutsche Bahn, à DSB, enfin bref, dans le monde entier, on va dire, en Asie, aux États-Unis, etc. Donc, et tous nos opérateurs, et c'est là qu'on retrouve la notion de système, c'est la SNCF qui va émettre, on va dire, les règles d'évaluation de la tenue de performance écologique qui pourrait renchérir un train, ou tout au moins l'atteinte de cet objectif, et tous les constructeurs, on va dire, que ce soit nous, que ce soit CAF, que ce soit Siemens, que ce soit d'autres, ont aujourd'hui, on va dire, l'obligation de répondre à des cahiers des charges où c'est spécifié. Et donc, quelque part, la concurrence, c'est un peu, on va dire, en anglais, c'est un peu leverage, c'est un peu, on va dire, stabilisé, on va dire, équilibré, on va dire, autour de ces critères pour pouvoir répondre
à des cahiers des charges qui sont donnés au niveau d'une filière pour que les constructeurs ne soient pas pénalisés par leur souhait de vouloir faire mieux, etc., etc. Mais j'imagine que la filière automobile, vous faites pareil. Ça veut dire que clairement, quand nous on fait un cahier des charges, il y a le coût d'acquisition, le coût de possession, la maintenabilité, le recyclage. Enfin, on va sur tous ces aspects-là. Là, on est en train de produire un train avec Alstom. Dans la construction, il y a la modification des ateliers de maintenance. Il y a les outillages. Et ça fait partie du cahier des charges spécifique. On va avoir des petits détails. Hein. Un train Alstom va pas être le même s'il est déployé en France et en Allemagne. Truc tout bête. En France, on a un petit peu plus de dégradation et on se fait démonter, on se fait piller. Un exemple tout simple, les capots qui protègent la lumière dans les trains. Donc en France, les petites vis sont cachées. En Allemagne, non. Et donc ça, on l'a construit parce qu'on sait que si on ne le fait pas en France, on va se faire démonter nos lampes. Donc c'est vraiment l'exemple où on travaille tout le cycle de vie d'un train. Mais c'est un petit exemple qui est toujours intéressant. C'est pas une bonne image des Français. Hein. En France, les vis sont invisibles. En Allemagne, il y a des vis. Et au Japon, c'est carrément des quarts de tour. Voilà. Bon, alors, justement, ça nous permet de rentrer directement dans le concret. On a bien compris cette volonté, cette nécessité même de travailler ensemble, de ce travail collaboratif. Et on va voir comment ça se passe sur les différents projets que vous avez ensemble. Vous avez alors le train autonome, le TGVM, le train hydrogène et le train léger. Entre autres. Mais on va prendre ces 4 exemples-là. Sachant que Rélenium, vous êtes surtout sur le train autonome et le train léger ? Ou vous intervenez aussi sur les autres pas projets ? sur TGVM. Mais... D'accord. Alors, on va commencer par le train léger. Donc, avec cet objectif, peut-être du train léger, d'être mieux adapté aux petites lignes. Donc ça, voilà. Donc, alors, quelle est la feuille de route ? Oh, ça c'est super simple. Faire 30% moins cher. Tout simple. Hein. 30% moins cher, mais sur le coût d'acquisition, le coût de possession, ce qui inclut la maintenance, la recyclabilité, et on cible ce travail d'un point de vue système. Tout à l'heure, ça a été évoqué, le sol plus le bord. Ça, c'est une chance que vous avez. Hein. Nous, on est obligé de travailler à chaque fois sur les deux. Et on se met dans la peau de notre client final pour donc, la région, pour réussir à réduire le coût. Le but est de réduire le coût pour améliorer le service. Le but, multiplier par 2 la fréquence des trains dans les petites lignes. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un train toutes les 2-3 heures. Le but, c'est de faire moins cher pour qu'il y ait 2-3 trains par heure. Voilà, c'est le cahier des charges en 2 secondes. Ce qui est super étonnant sur train léger, ce qui est vraiment le truc complètement nouveau, c'est que c'est un consortium, comme l'a évoqué tout à l'heure Abdelkrim. Il y a toute la filière dedans. Enfin, les grands noms de la filière. Donc Capgemini est avec nous, mais pas que. On va de la petite start-up aux industriels majoritaires du ferroviaire qui se tirent une bourre concurrentielle totale. Ouais. Mais tout le monde est dans le même consortium parce qu'on sait que ça peut faire progresser le ferroviaire. Là, je laisserai Yannick parler des sujets pays si ça vous intéresse, mais il y a vraiment une structuration complète. Les grands noms du ferroviaire en France sont dans un même consortium qui adresse une même part de marché. Alors, justement, vous, comment vous intervenez sur ce train léger ? Parce qu'il y a quand même des contraintes qui nécessitent innovation. Faire des trains légers, si je suis un peu basique, moi, c'est faire des trains qui usent moins les rails. Bien entendu. Et notamment les rails des petites lignes. Exactement. Aujourd'hui, le gros sujet, et François pourra peut-être en parler mieux que moi, c'est les lignes de desserte fine qui sont aujourd'hui dans un état déployable. Donc, l'idée du train léger, c'est de développer un train qui va permettre de rouler sur ces lignes en les régénérant, en optimisant le coût de régénération de ces lignes-là. Donc, en termes d'innovation, je vais vous donner juste un exemple. C'est comment on fait pour gérer le contact entre les roues et le rail et pour faire en sorte que ce contact soit optimisé pour détruire le moins possible les voies, en fait. Et donc là, on va tirer derrière un écosystème qui va passer par des universités, par des organismes de recherche et venir les mettre autour de la table, autour de verrous technologiques à lever pour permettre, dans un délai donné, parce qu'on est quand même dans le monde industriel, hein, on a cette contrainte de temps. La décarbonation, on a vu le rapport du GIEC d'hier, c'est les objectifs, c'est 2030. Et donc, comment on fait pour accélérer et je dirais maturer très rapidement des technos qui sont et qui arrivent du monde académique et qui sont naissantes, mais sur lesquelles on pense qu'il y a un avenir, pour pouvoir venir les injecter
dans le modèle économique système de l'industriel. Un autre sujet autour du train léger, dans lequel Capgemini est bien placé d'ailleurs, c'est toute la partie jumeaux numériques. Par exemple, si on développe un train léger, on veut optimiser les essais parce qu'on veut le faire de manière numérique. Et donc aujourd'hui, il y a un avènement de tout ce qui est technologie autour du jumeau numérique. Donc je vous rappelle, le jumeau numérique, c'est vraiment une bijection entre le monde virtuel et le monde réel. C'est une bijection. C'est pas uniquement faire des objets en 3D et être en capacité de... Si je vous coupe, on va faire des expérimentations dans le monde virtuel. On va faire des expérimentations dans le monde virtuel. Donc vous voyez, là aussi, on a des verrous qui sont très gros, sur lesquels il y a des gens qui ont travaillé dans le monde industriel. Ça peut être dans le domaine automobile. Et l'Institut de recherche technologique Rhélénium est aussi lié via la FIT, French Institute of Technology, à d'autres IRT comme Saint-Exupéry, comme System-X, etc. On peut aller chercher des leviers d'accélération pour faire en sorte que la levée de ces verrous technologiques chez mon ami François puisse être levée et sortir un cahier des charges à la fin qui soit comme il faut pour qu'il puisse être développé par Alstom. Après, il y a beaucoup d'autres exemples. On peut. Alors Alstom, justement. Donc, vous intervenez un peu dès l'éco-design, dès l'éco-conception. Oui, parce qu'il faut penser justement à ces trains légers pour. Tout à fait. Faut les designer pour qu'ils soient justement plus légers sur les petites lignes. On a un énorme avantage sur le projet train léger. On parlera tout à l'heure du TGVM et on verra que la collaboration, même on va retrouver Alstom, SNCF et d'autres et on va dire des sous-traitants. Mais sur train léger, j'ai envie de dire, on se donne le temps de la réflexion et avec on va dire un chef d'orchestre qui est la SNCF, qui effectivement, comme l'a dit François, a réussi à fédérer tous les principaux acteurs de la filière, de la start-up jusqu'au grand groupe, et qui à chacun a une part de caisse, de fabrication de structures de caisse, un autre a le contact Aurora dont parlait Abdelkrim. Nous, on a l'optimisation d'hydrogène, il y en a un autre qui a la chaîne de traction batterie, etc., etc. Et voilà, donc chacun réfléchit à qu'est-ce qu'il faudrait faire dans un contexte pour concevoir un train théorique, train léger, de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire ceci, cela, avec une gestion d'interface cohérente entre un contact, une solution de bougie donnée pour être intégrée sur une caisse et pour pouvoir mettre, par exemple, des réservoirs d'hydrogène pour obtenir alors on a aussi avec nous le CEREMA, pour tenir des missions qui auront été définies par le CEREMA, qui est un centre d'études national au niveau des transports. Voilà, donc chacun a son rôle et voilà, on a un chef d'orchestre qui est la SNCF et ça, chacun développe ses briques pour pouvoir passer, on va dire d'ici quelques temps, d'ici quelques années, à la phase de, voilà, une fois qu'on connaît les briques, on sait que un train avec une autonomie de X kilomètres c'est possible, moyennant que le poids à l'essieu soit de temps, etc., etc. Bref, il y a tout un tas de contraintes qui vont être analysées et qui vont permettre d'être cohérentes. Mais c'est un peu différent de ce qu'on a fait sur TGVM. Alors justement. La feuille de route sur TGVM. Alors, sur TGVM, c'était un peu différent. Sur TGVM, alors juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que TGVM, c'est un projet qui s'est longtemps appelé TGV du futur, qui est le projet de TGV qui a pour objectif de remplacer les TGV duplex que vous voyez actuellement. Alors, ce sera aussi un TGV duplex, mais avec tout un tas d'enjeux technologiques, d'enjeux de coûts de maintenance, de coûts d'exploitation, de réduction de consommation, etc., d'autodiagnostic et ainsi de suite, qui ont fait que ce train est vraiment un train de grande vitesse de toute dernière génération. Mais pour répondre à ça, SNCF n'a pas passé une commande classique avec un cahier des charges en disant voilà, moi je veux un train qui fasse telle longueur, non, SNCF a dit moi je veux, c'est simple, ça tenait en 2 pages ou en 1 page, en disant je veux quelqu'un pour travailler avec moi sur un projet d'innovation. D'accord ? Donc il y a une procédure qui a été lancée, ça s'appelle un partenariat d'innovation, c'est une procédure qui est gérée par le droit européen, voilà. Et donc quelque part, les constructeurs européens pouvaient répondre à cet appel d'offres de la SNCF qui est sur un partenariat d'innovation pour faire un train 30% moins cher, qui consomme 30% d'électricité en moins, avec des 30% de coûts de maintenance, etc., en moins. Il y avait un cahier des charges extrêmement clair qui était défini. Et on a travaillé pendant un peu plus d'un an, un an et demi, avec SNCF. Et là, on a mis des dizaines et des dizaines d'ingénieurs sur un plateau, côté SNCF et côté Alstom, pour réfléchir à qu'est-ce qu'il faudrait faire sur ce train. Alors, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, on a travaillé par sujet et ainsi de suite, sauf qu'à la fin,
on a fait l'inventaire et on a dit, OK, ça c'est tenu, 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 OK. Le coût a été fixé depuis le départ, donc on le tient, le coût de maintenance, il sera vérifié, le coût, l'énergie sera vérifiée, ainsi de suite. Et là, la SNCF avait le droit de passer un marché en gré à gré avec celui qui avait été retenu, et en l'occurrence c'était Alstom, pour faire ce partenariat d'innovation. Et donc là, on a eu, nous, derrière une commande. D'accord, une commande de train en gré à gré sans passer par l'appel d'offres, puisque ce train n'existait pas en fait sur le marché. La SNCF a eu le droit de passer cette processus d'appel d'offres parce que le train n'existait pas sur le marché. Voilà, donc c'est un autre moyen de faire du partenariat de co-développement avec au sein de la filière, mais qui est un peu différent puisqu'il est encadré par des procédures européennes et permet pour un industriel d'aller vers une contractualisation. Dans le cas des charges, par exemple, on a imposé 97% de recyclabilité, par exemple. Et ça, je pense pas que l'industriel aurait été spontanément dessus, parce que forcément, ça génère des surcoûts. Donc, on a pu travailler dans la filière, entre la personne qui conçoit l'industrialisation et la personne qui conçoit le service, pour arriver vers les objectifs de décarbonation dont on avait besoin, mais aussi les objectifs de service dont on avait besoin. Il y a plus de place, parce qu'on sait où est-ce qu'on peut renoncer à des, entre guillemets, des places perdues, entre guillemets, type bagages ou autres, pour mettre plus de place. La réduction de gaz à effet de serre par siège est phénoménale. On réduit de 37% par siège entre un TGV classique et un TGV du futur. C'est énorme. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, un point qui est très très fort. C'est comment est-ce qu'une filière va se construire pour répondre à un besoin demain. Et je pense que l'exemple du TGVM, c'est un exemple qui est un exemple industriel. Les premières rames sont sorties de La Rochelle il y a pas si longtemps que ça. Il tourne à 200 km/h actuellement sur des anneaux d'essai, donc coming soon. Oui, donc on peut vraiment faire un train qui consomme beaucoup moins. Vos objectifs, c'est quoi? C'est 20-30% de consommation en moins? À la place, c'est entre 35 et 40%. Ah oui. Ouais, et on a 37 en vrai. Par rapport à un train duplex qui est déjà recordman du monde de la consommation à la place en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin, c'est une ambition encore. Oui, donc là, je suppose qu'il y avait des contraintes fortes. Ah oui, colossal. Mais surtout, moi j'ai envie de faire un petit jeu. On aurait pu le faire à deux. D'après vous, est-ce que la réponse est dans la question. Vous pensez que la SNCF est dans le top 50 des entreprises qui ont posé des brevets en 2022 ou pas? Il faut répondre. Oui, non. Oui, merci. La plupart ont été posés pour TGVM. SNCF est 39e. Et je pense que si on avait fait les brevets pur Alstom, des brevets pur SNCF et puis des brevets qui sont copartagés, je pense qu'on aurait été bien meilleur. Ça veut dire qu'une filière, en respectant l'API, réussit à promouvoir des innovations, mais pour ça, il a fallu qu'on bosse ensemble. On n'aurait pas pu réussir à poser tous ces brevets et être SNCF dans le top 50 d'entreprises qui ont posé des brevets en 2022 si on n'avait pas fait ce travail ensemble. Donc là, on voit bien l'importance de la recherche, même si Rélanium ne travaille pas sur ce projet de TGVM. Oui. Alors, un IRT comme Rélanium, voilà, on est sous tutelle de l'ANR et on est un petit peu le garant de la feuille de route à travers le Corifère, à travers au niveau de l'écosystème. Et donc, il y a des axes, en fait, qui sont poussés par l'État pour venir amener une aide autour de ces sujets-là, autour de la décarbonation, les infrastructures et l'ensemble de ces sujets-là. Et donc, bien entendu, arriver à, comme je le disais tout à l'heure, à tirer vers le haut le monde académique, le monde de la recherche, etc., pour que quelque part ils se projettent dans une approche projet en fait, c'est-à-dire que la recherche qui est faite au niveau des universités soit en capacité de répondre aux enjeux et que nous on n'a pas été impliqués sur TGVM, mais je parlerai tout à l'heure de train autonome. Bien sûr, vous direz comment vous avez travaillé. Et je vous dirai comment on a travaillé. Je reviens sur TGVM. Vous avez dit que dans le choix des matériaux, que le TGVM il est recyclable, je crois à 90% les matériaux. 97%. Donc c'est-à-dire que vous, quand vous intervenez, dès la conception, vous pensez, je ne sais pas, à l'aérodynamisme pour que ça soit que ce train consomme moins. Comment se fait le choix des matériaux? Vous voyez, comment vous intervenez? Ça, effectivement. Très concrètement. Enfin, quand je vous parlais tout à l'heure dans les déclinaisons des axes stratégiques d'Alstom, on a sur ce projet-là. Alors, on a un objectif de 100% des projets conçus suivant un processus d'éco-conception. Donc c'est pas 99, c'est 100% de nos projets. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un projet aujourd'hui qui sort chez Alstom sans avoir un objectif de suivi en éco-conception.
D'accord ? Donc l'éco-conception, c'est quoi ? C'est on va s'attaquer à la consommation, essayer d'optimiser la consommation, effectivement la recyclabilité, l'utilisation de matériaux avec un minimum de COV, etc., voire pas de COV du tout. Ça va être l'utilisation de matériaux recyclés eux-mêmes. D'accord ? Donc là, j'étais encore cette semaine, parce que je suis tous les dossiers d'innovation en France aujourd'hui sur des composites recyclables, etc., sur l'utilisation de thermoplastique et ainsi de suite. Donc des matériaux qui sont beaucoup plus, on va dire, recyclables en termes d'usage, on va dire. Voilà, donc, et c'est chaque on va dire, chaque lot d'études, chaque ingénieur a son tracking de ses objectifs d'éco-conception. Et donc derrière, on fait une analyse de cycle de vie du matériel, depuis sa conception, son utilisation, son recyclage, et doit être présenté, et le dossier est soumis à l'approbation de nos donneurs d'ordre, que sont SNCF en particulier. Alors on a vu la différence entre le train léger, le TGVM, maintenant le train autonome. Alors là encore, une fois, la feuille de route et les grands défis donnés justement pour concevoir ce train autonome qui lui aussi s'inscrivent dans une perspective de durabilité. Oui. Parce que ce n'est pas qu'une révolution technologique. Il faut que la révolution technologique, elle prenne en compte aussi ces aspects de développement durable. Systématiquement. Systématiquement. Il faut forcément améliorer l'efficience du ferroviaire. Et pour améliorer l'efficience du ferroviaire, il y a une consommation énergétique. Même si déjà le contact fer-fer est très nettement supérieur aux autres, il faut toujours avoir cet effet dynamique pour être encore meilleur. Train autonome, c'est le plus gros projet d'innovation aujourd'hui du groupe SNCF. On peut noter au passage qu'on a des gens qui sont de valeur qui nous accompagnent sur le projet. Il y a Alstom, il y a Ralenium, il y a Capgemini. Donc on est vraiment avec des acteurs de premier plan pour pousser cette innovation au maximum. Merci à vous d'ailleurs d'être avec nous. Le but du train autonome, en termes de durabilité, c'est notamment de réduire la consommation d'énergie. Un train autonome, si on enlève le facteur aléatoire du geste de conduite, on réduit d'encore 20% la consommation de nos TGV. Donc il y a toujours cet aspect derrière d'améliorer l'efficience énergétique, améliorer la réduction de gaz à effet de serre. Il y a également l'effet potentiellement... c'est souvent ce qu'on nous oppose, de dire vous voulez enlever les conducteurs. C'est pas le gain principal. Le gain principal, sur de la ligne à grande vitesse, ça va être de pouvoir espacer les trains pour qu'on optimise au maximum la consommation d'infrastructures. Ce que nous, on appelle les sillons, la capacité. C'est vraiment le point important. Et donc, un train autonome, un TGV autonome, par exemple, ça permet de mettre plus de trains sur une infrastructure existante. C'est ça qu'on cherche. Et pour faire ça, il a fallu aller chercher, entre guillemets, les meilleurs dans une technologie qui n'était ferroviaire, qui était balbutiante. Et aujourd'hui, en France, on peut dire qu'on est très nettement en avance sur nos collègues européens. Abdelkrim, alors justement, comment vous êtes intervenu, Ralenium, sur ce train autonome ? Nous, Ralenium, on est intervenu, ce projet a démarré en 2018, on est intervenu en le structurant, en créant un consortium qui permette de porter ce projet avec SNCF, qui a bien entendu aidé au choix des partenaires qui devaient être impliqués dans ce projet. Donc, train autonome, c'est un projet qui a commencé en 2018, qui va se terminer cette année, et qui a comme objectif d'amener un démonstrateur. Donc tout à l'heure, on a parlé de TGVM, qui est un train très industriel. On a parlé de train léger, qui est en TRL 6-7, où on va amener des prototypes. Là, on est sur un démonstrateur, et le but, c'est de sortir un cahier des charges pour la SNCF, qu'elle pourra ensuite pousser au niveau des industriels pour développer le train autonome de demain. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, on ne s'est pas tout dit, parce qu'il faut se poser la question de quels sont les verrous technologiques à lever, et on en a identifié un certain nombre. Ça part du facteur humain, c'est-à-dire la manière dont le voyageur de demain va interagir avec un train autonome. Et donc, on va se poser des questions dans le domaine de la sociologie, on va se poser des questions dans le domaine de la construction d'IHM. Le train autonome, ça va être un système, donc un système complexe qui va devoir rouler sur des infrastructures existantes. Donc, comment on fait pour remplacer justement ce conducteur ? Ça nous amène à des sujets de monitoring de l'environnement, sur lequel Capgemini a été quand même beaucoup impliqué, sur développer les briques qui permettent de manière sûre, parce qu'il y a ce sujet de sûreté de fonctionnement au niveau du ferroviaire, et là, personne ne peut le faire tout seul. Ça nous amène sur des sujets de sûreté de fonctionnement, justement,
Donc, comment on travaille avec les instances étatiques ou bien de la SNCF pour amener une IA de confiance, parce que tout ça fonctionne autour de sujets d'IA, donc il faut faire le lien avec tout ce qui se passe autour des sujets d'IA. Donc on ne fait pas tout seul, mais surtout la beauté du train autonome, notamment sur le fret, c'est de mettre autour de la table des partenaires industriels comme Alstom et Hitachi, qui sont en concurrence sur le marché, et qui arrivent avec leur système d'ATO, donc de contrôle-commande du système autonome, et qui sont sur les mêmes plateaux projets à Saint-Denis, et qui travaillent main dans la main pour lever les verrous, pour qu'ensuite ils puissent en tirer les bénéfices en termes d'industrialisation. Donc nous, on a structuré le projet, on a mis en lien, donc il y a trois lieux, hein. Il y a Saint-Denis, Villeneuve-d'Ascq, qui est le milieu académique sur l'université de Villeneuve-d'Ascq, et Valenciennes, sur lequel on travaille sur des sujets autour de développement d'IA, etc. Quelque chose à ajouter justement sur ces verrous technologiques à lever, que ce soit sur le train autonome ou même sur les autres trains, parce qu'à chaque fois vous êtes trouvé avec cette problématique de devoir lever des verrous technologiques. Oui, alors on a effectivement alors sur le train autonome, on est parti d'une base qui était déjà connue. Un train autonome, ça existe sur une infrastructure dédiée. Ceux qui prennent la ligne 14 ou la ligne 1 sur le métro voient qu'il n'y a pas de conducteur. Et puis ça existe sur d'autres trains. Là, toute la problématique, et c'est ce que disait Abdelkrim à l'instant, toute la problématique, ça va être et François également, toute la problématique va être l'insertion dans un milieu qui va être ouvert, non protégé, avec des risques de passage de sangliers ou autres. Voilà. Sur une ligne grande vitesse, c'est un peu plus facile quelque part. La grande vitesse se rapproche plus d'une ligne dédiée. Voilà. Mais bon, néanmoins, il faut quand même détecter les signaux, il faut détecter la distance, le risque de collision, etc., etc. Donc on a un certain nombre de verrous technologiques sur lesquels on a travaillé avec les différents partenaires. Et aujourd'hui, on en arrive à avoir des solutions, des briques de base qui sont validées, d'accord, qui sont même mises à disposition. On travaille sur des problématiques de prévenance des services de sécurité, etc., de priorité services de sécurité, et ainsi de suite, avec des gens de l'automobile. Mais voilà, on a des solutions qui sont actuellement disponibles. Et on retrouve cette problématique d'intégration, système et autres. Et là, on est plutôt dans le précaré de la SNCF qui, elle, va dire: je mets un conducteur, je mets pas de conducteur, je mets une ligne, je décide que j'estime que mes passagers sont suffisamment à l'aise avec l'absence de conducteur, ou je conserve un conducteur. Bref, il y a tout un tas de sujets qui sont plutôt du domaine de l'exploitation. Et voilà, donc nous on développe les briques avec des partenaires, et ensuite on va dire la décision et l'intégration est plutôt du domaine de l'opérateur. Et les solutions que vous trouvez par exemple sur un projet, est-ce qu'elles peuvent être adaptables à un autre projet de train ou pas? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez vous resservir des solutions trouvées en les ajustant, bien sûr? Il faut. Le but, c'est quand même de... Parce que là, on a vu quand même 3 projets déjà très spécifiques. On va voir un 4e. Ouais. Non, le but, c'est vraiment... SNCF ne produit pas de train. Donc, notre but, c'est vraiment que la technologie soit disponible. Donc, on pousse, on soutient l'émergence de nouvelles technologies, la levée des verrous technologiques, pour que derrière, ces verrous puissent être adoptés de manière beaucoup plus générale par l'ensemble de la filière. Au passage, il y a plein d'innovations technologiques qu'on a envie de vous piquer à la filière automobile, hein. Parce qu'il y a des choses que vous faites très bien, mieux que nous. Donc on va regarder ce qui se passe dans le ferroviaire, ok, mais ça, l'industrie du ferroviaire, pas besoin de nous pour le faire. On va regarder ce que l'aéronautique fait de bien. Sur, par exemple, les technologies de localisation. On est chez eux en ce moment, on travaille avec eux. Mais aussi sur la filière automobile. Je faisais le parallèle tout à l'heure avec Morgan de Capgemini. À l'époque, c'était Altran. Ma première journée à l'innovation, on m'a présenté la démarche d'un véhicule design to cost. Il est juste en bas. Je sais pas si j'ai le droit de citer la marque, mais bon, ça inspire vachement pour développer un train léger. Quand on fait de la réduction de coûts, on veut s'inspirer des meilleures technos, des meilleures pratiques. Et donc, il y a 2 ans, j'étais place inverse. J'écoutais des gens qui parlaient de comment ils ont développé une voiture design to cost. Et j'étais à votre place et j'écoutais pour me dire, il faut que je pique ces idées-là en termes de but, en termes de délai, en termes de coût. C'est évident. Donc, un mot avant de passer au train à hydrogène. Oui, juste pour compléter ce que disait François, et puis la notion de silo. Le silo, c'est pas que le consortium. C'est-à-dire,
l'un des éléments le plus importants aussi, c'est de s'inscrire aussi dans les spécifications européennes. Donc l'ensemble des personnes que vous avez autour de la table ici, on est aussi impliqués dans les projets européens comme Shift2Rail, Europe's Rail, qui ont pour but justement d'amener, de normaliser les spécifications pour permettre justement la réutilisation des briques qui sont développées chez Deutsche Bahn, dans d'autres. Donc on a fait très attention dans le projet train de fret autonome de s'inscrire, je dirais, d'aligner les spécifications qu'on développe pour sortir le cahier des charges avec les spécifications européennes en faisant partie de consortiums comme Toro, Alors justement, etc. ça veut dire que l'accélération des normes, ça permet justement d'aller plus loin dans la durabilité? Toutes ces normes qui sont fixées? Ils en sont acteurs aussi. Oui. Ouais. On en est acteur. Ou règles que vous fixez Non, aussi. Ça évite, j'ai envie de dire, ces normes vont éviter l'arrivée de... Enfin, ça permet de cranter un certain nombre de travaux sur lesquels on a sué, tous ensemble, Français, Européens, etc., de les cranter pour éviter de voir arriver une concurrence déloyale qui passerait outre et qui passerait dans les trous de souris qu'on n'aurait pas spécifiés. Voilà. Pour être clair, on essaye de mettre au maximum tout le monde sur un pied d'égalité. Ça se fait dans des comités de normalisation où Alstom est, où SNCF est, où Irelium est, où Siemens, CAF, etc. sont. Donc globalement, on se met d'accord sur les règles du jeu. Voilà. Je voulais juste apporter une petite précision par rapport à votre question précédente. Qu'est-ce qu'on en tire comme bénéfice aujourd'hui? Ce qu'il faut voir, c'est que Alstom fait à peu près ne fait à peu près que à peu près 10% de son chiffre d'affaires d'Alstom en France, d'accord. Pour autant, Alstom va faire 70 à 75% de sa R&D en France, d'accord. Donc quelque part, pouvoir disposer de briques de base qu'on a pu développer, mettre au point, tester en France, quelque part, c'est aussi un asset pour nous vis-à-vis de l'attaque d'un marché export. Alors, on me fait signe que... Oui. Point sur la techno, j'aurais dû commencer par ça. Et puis on parle après du train hydrogène parce que le temps file vite là. Un train dure 40 ans, à peu près. Une infrastructure encore plus, mais un train dure 40 ans. Donc notre intérêt, c'est aussi que les briques techno qu'on a développées, on puisse les réutiliser sur des trains, entre guillemets. Donc il y a des opérations qui sont en cours d'année de remise à niveau d'un train. Là, on développe par exemple avec Alstom le train hydrogène, ça va être l'occasion d'en parler juste après, ou le train batterie. Le but, c'est de se dire, la technologie qu'on a développée là, le verrou technologique qu'on a levé, on peut l'utiliser pour un train natif, mais aussi pour un train neuf. C'est un impératif à partir du moment où l'asset, il dure très longtemps. Alors, les spécificités du train hydrogène, il y a peut-être plus de contraintes que pour les autres trains que vous développez, liées justement à l'hydrogène qui fait un peu peur, puisque quand on pense hydrogène, on pense... liquide inflammable. Voilà, on pense qu'il va prendre feu. Voilà. C'est un vieux... Ouais. En fait, les contraintes, il y en a une, c'est d'éviter un tas d'incidents ferroviaires. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte de développer un train qui soit sûr? Et pour ça, on va développer l'industrie, mais le côté normatif, il est hyper important. SNCF travaille à la fois sur la spécification avec Alstom du train, mais aussi dans toutes les instances françaises et européennes pour spécifier l'usage de l'hydrogène ferroviaire. Il n'y a pas les normes, entre guillemets. Elles n'existent pas. Il faut qu'on les écrive. Donc ça, on a ce travail d'accompagner l'industrie, d'accompagner la recherche, mais aussi d'accompagner le volet normatif. Et ça, on va le faire au niveau européen, au niveau français. C'est vraiment un point qui est fort. Il faut qu'on aille sur les deux en même temps. On est sur les plus petites séries. C'est vrai dans tous les domaines. La dernière norme qu'on a posée dans mon service, c'est une norme qui fixe le protocole de communication entre les passages à niveau et les véhicules automobiles connectés de demain. Donc, on a vraiment cette norme qui fait partie du développement de l'innovation dans le ferroviaire. Excuse-moi, Yannick. Non, je voulais simplement dire, le ferroviaire aujourd'hui on va dire, à cette image, et tant mieux pour nous, du transport sûr. Vous montez dans un train, sans crainte. L'avion, c'est un peu différent. C'est pas qu'une image. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que on travaille au quotidien pour la sécurité de nos systèmes, parce que ce n'est pas que le train, c'est les systèmes de signalisation, le train lui-même, etc., etc. Et il est
hors de question d'arriver avec une technologie qui viendrait contredire tout ça. Donc bien évidemment, le train à hydrogène fait l'objet d'attention mais très très particulière. Alors effectivement, il y a des vieux fantômes comme le Hindenburg atterrissant à New York qui prend feu parce qu'il s'est pris un clash et que son enveloppe qui contenait l'hydrogène était en tissu. Et aujourd'hui, on a des réservoirs qui sont blindés en fibre de carbone, etc. Enfin, je veux dire, c'est plus du tout le sujet. On a néanmoins des études de sécurité qui sont extrêmement poussées. On a fait des tests, on a fait des roulages en service commercial depuis plusieurs années en Allemagne, etc. Donc on avance et puis on travaille avec les autorités de sécurité. Et comme on le disait tout à l'heure, et comme le rappelait François, on crante au fur et à mesure qu'on avance le fait que quand on décide tous ensemble que le niveau de sécurité pour tel type de réservoir c'est celui-là, pour tel type de connexion c'est celui-là, etc., on crante tout ça. Ce qui permet au final d'avoir un référentiel, on va dire, normatif européen, et pas uniquement français, et qui dit, voilà, en Europe, si vous voulez venir avec un train hydrogène, il faudra respecter tout ça. D'accord. Mais on ne le bâtit pas ni Alstom d'un côté, ni SNCF d'un côté, ni Relenium de son côté, on le bâtit ensemble, et on se met d'accord, et on le contractualise. Alors après, effectivement, vous avez toujours des ingénieurs dans les bureaux d'études qui disent « Ouais, ils ont demandé ça, c'est impossible, etc. » Oui. C'est aussi des compromis. Puisque parfois il y a nos collègues, nos concurrents de chez Siemens qui vont demander des choses ou ils vont nous glisser des pots de banane parce qu'ils savent ceci, cela. C'est les règles du jeu, mais néanmoins c'est quand même quelque chose qui est nécessaire et qui se fait bien. Alors, on voit bien que cette durabilité, elle est nécessaire, mais quels investissements ça nécessite? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que vous avez l'impression, vous tous, là autour de la table, d'un coût subi ou d'une opportunité économique? Le financement, c'est une fatalité, déjà. On est obligé de trouver... Enfin, il n'y a pas de caisse secrète du ferroviaire. Elle n'est peut-être pas assez grosse, au contraire. Donc, il faut systématiquement qu'on... C'est dommage, je suis d'accord. Il faut systématiquement qu'on pense financement dans tous nos projets. Et là aussi, c'est... Entre guillemets, ça nous donne... c'est pas l'opportunité, c'est l'obligation de travailler ensemble. Sur le train hydrogène, SNCF n'aurait pas pu le faire seul. Je pense pas qu'Alstom ait pu le faire seul. Les régions n'auraient pas pu le faire seules, et le consortium pour construire un train hydrogène. Donc je ne parle pas de celui qui est déjà développé par Alstom et qui roule en Allemagne. Je parle de celui que nous on trouve SNCF plus adapté au marché français parce que des caractéristiques techniques qui nous paraissent plus importantes, plus intéressantes. Ce train-là, on l'a financé avec l'aide de l'État, des régions, l'implication forte du groupe SNCF et l'implication forte du groupe Alstom. On est à peu près au même montant d'engagement, alors que un peu plus côté SNCF, quoi. Non, c'est pareil. Non. C'est pareil autour du train, par contre, tu as raison, vous n'avez pas que le train, vous avez aussi les dépôts, les machins, etc. Et donc, ce financement, il faut le travailler ensemble. Parce qu'on sait qu'une boîte seule n'arrivera pas à présenter les coûts fixes de développement d'un tel projet. Ça, c'est un point très très important pour... Effectivement, c'est un très gros différenciateur entre l'automobile et le ferroviaire. C'est-à-dire que il est assez rare que les constructeurs automobiles développent des plateformes sur leurs fonds propres et les mettent à disposition du marché. Très souvent, les trains sont développés par rapport à un besoin exprimé par une autorité organisatrice de mobilité. Dans le cas des trains régionaux, c'est la région. Dans le cas des TGV, c'est l'État. D'accord ? Et ensuite, qui fait des cahiers des charges, et les constructeurs y répondent et développent au travers de ces appels d'offres. Et donc, en tant que constructeur, on est financé sur ces développements. Alors, c'est la règle quasi générale. De temps en temps, dans le cas des tramways, par exemple, Alstom a décidé d'investir dans une plateforme parce que les trains sont beaucoup plus répétables d'un appel d'offres à l'autre. Et donc, on a décidé, un peu à la mode de l'automobile, d'investir dans une plateforme qu'on customise en fonction des différents appels d'offres. Sur les métros, c'est un peu le cas aussi. Voilà, quand même sur beaucoup de trains, on est financé sur les frais de développement, etc. Donc c'est ce que citait François, à savoir sur le train hydrogène. Effectivement, on a, alors autre exemple, sur le train hydrogène en Allemagne, le train hydrogène qu'on a fait tourner en Allemagne, on l'a financé sur nos fonds propres. D'accord, c'est Alstom qui a financé le premier train hydrogène, le Hilint, et on l'a fait tourner en expérimentation pendant 18 mois sur la région. Comme par hasard, c'est la région sur laquelle on a une grosse usine qui a accepté de faire tourner ce train sur ses voies et ainsi de suite pendant 18 mois avec passagers. D'accord. Voilà. Mais une fois qu'on a fait ce train en Allemagne,
Là, on est en phase de commercialisation de ce train. On l'a vendu à 51 exemplaires. Vous voyez, c'est quand même pas des gros montants. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas non plus se permettre de... Voilà, donc là, on va essayer de promouvoir ça. En France, quand on est venu avec une proposition de train hydrogène, les gens demandaient, oui, ok, c'est bien, mais celui-là, il ne nous convient pas exactement. Il nous faudrait plutôt un train plus proche de celui-là, avec comme ci, comme ça, Donc c'est un nouveau train. Donc on était tous d'accord pour dire que c'était adapté. Les régions, l'État ont accepté de financer. Alstom et SNCF ont accepté de financer et on l'a développé. D'accord ? Mais effectivement, comme le disait François, on ne l'aurait pas développé nous-mêmes. On en a vendu 12. On n'aurait pas non plus mis plusieurs dizaines de millions d'euros, dizaines de millions d'euros pour développer un concept de train pour en vendre 12. Alors effectivement, il y en a, donc ça c'était il y a 4 ans ou 3 ans. Voilà, on nous en promet d'autres pour dans quelques années, mais les temps ferroviaires sont très longs. Et vous imaginez bien que l'investissement, il faut effectivement pouvoir avoir un ROI beaucoup plus court que ce qu'on pourrait espérer si on le finançait nous. Question qui peut fâcher, est-ce que le soutien des pouvoirs publics est suffisant justement pour accélérer la durabilité dans la filière ferroviaire ? Est-ce qu'il est colossal ? Oui, le soutien des pouvoirs publics est déjà très important. Est-ce qu'il est suffisant ? Est-ce qu'on aimerait avoir plus ? Oui, on aimerait avoir plus. On aimerait avoir plus parce que quand on développe, on parle du train hydrogène, mais la contribution, toujours pareil, SNCF met plusieurs millions d'euros. Il n'y aura pas de ROI, il n'y aura pas de bénéfice, il n'y aura pas de chiffre d'affaires adossé à ça. Donc, est-ce qu'on aurait aimé que le soutien il soit... oui, évidemment, on aurait aimé que le soutien complet du train soit adressé par l'État. J'envie les taux de soutien de la recherche de la R&D, de l'aéronautique. On n'est pas ce taux de soutien. Dans le ferroviaire, on est à entre 30 et 40%. Plus de soutien permettrait-il d'aller plus vite ? Ou plus vite. Le temps ferroviaire est long, on a un temps de développement. Oui, il irait plus vite parce que déjà, on ne mettrait pas 2 ans à trouver la construction du consortium. Après, les temps ferroviaires sont importants. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Un temps d'homologation d'un véhicule ferroviaire, c'est 6 mois à peu près, et après, on va le faire rouler en test pendant 6 mois ou 12 mois des fois. Donc, réduire le temps, peut-être. Probablement. Mais ce n'est pas si important que ça, entre guillemets, pour le ferroviaire. Hein. Le temps, on sait qu'on va être sur du temps long. Aujourd'hui, il y a un frein, c'est qu'il y a plein de projets qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas, faute de financement. Alors, pour répondre je veux dire, de manière assez égoïste pour Alstom, puisqu'on a quand même été attributaire d'un projet d'IPCEI, donc c'est Important Project of Common European Interest, récemment sur l'hydrogène. Donc Alstom a déposé un dossier il y a quelques années, et il y a eu de l'instruction, etc., et donc on a été attributaire. Donc c'est un projet de plusieurs dizaines, centaines de millions d'euros, qui permet à Alstom de développer des briques de base, des solutions autour de la technologie hydrogène pour le ferroviaire, et pas uniquement sur des problématiques d'usage immédiat pour la France et autres. Donc ça va nous permettre, nous... Alors, entre-temps, Alstom avait acheté une entreprise qui qui était autrefois Elion Hydrogène, qui a des brevets de piles à combustible, du CEA, etc. Donc Alstom a souhaité acheter cette entreprise pour maîtriser l'intégralité de la chaîne de valeur de la pile à combustible, la chaîne de traction hydrogène, etc. Donc cet apport, on va dire, de l'IPCEI va nous permettre de développer des usages ferroviaires, maritimes, stationnaires et autres autour des piles à combustible, d'y adjoindre notre connaissance en électronique de puissance pour pouvoir faire les convertisseurs nécessaires, etc. Bref, on a eu un support de l'État important sur la filière hydrogène récemment, donc je souhaitais le mentionner. C'est un petit peu en dehors des purs trains pour la SNCF, mais voilà. Et encore une fois, donc on va peut-être parler de supply chain tout à l'heure, c'était important pour fiabiliser notre supply chain. Ça veut dire que quand même qu'en termes de financement, on est plus proche de l'exemple que vous donnez tout à l'heure, Arnaud. Il faut que la filière se mobilise et investisse pour emmener la filière. On ne peut pas compter que sur une aide publique. Alors, un petit mot, parce que là on arrive à la fin de la table ronde, pour parler de la supply chain, qui est notamment particulièrement importante pour le train à hydrogène, non ? Parce que ça change un petit peu toute la logique d'approvisionnement.
Oui, disons que les premiers trains hydrogène ont été imaginés en 2012, produits en 2014, homologués en 2018, d'accord. Avec à l'époque, très honnêtement, il y a eu une appétence pour l'hydrogène à partir de 2018, mais avant on était vraiment orphelin, c'était vraiment de la technologie extrêmement plutôt orpheline, d'accord. Donc on est allé chercher des piles à combustible chez les principaux constructeurs, qui étaient Hydrogenix et puis Ballard. Donc on a choisi Hydrogenix et depuis ce temps on est, on va dire, en partenariat avec Hydrogenix. Voilà. Bon, arrive un moment où quand on voit l'intérêt affiché des politiques, des donneurs d'ordre autour de l'usage de l'hydrogène et effectivement cette technologie par rapport à la technologie batterie apporte un certain nombre d'avantages, en particulier sur la mobilité très lourde que peut être le ferroviaire, sur l'autonomie, sur la quantité d'énergie stockée à bord du train pour pouvoir avoir cette flexibilité. Voilà. Donc nous on se dit on peut pas rester pieds et poings liés avec un fournisseur qui nous vend sa pile à combustible comme une boîte noire, et donc on a décidé d'acheter une entreprise française qui fabrique des piles à combustible de manière à maîtriser l'intégralité de la chaîne de valeur et pouvoir rentrer à l'intérieur de ce qu'on nous vend pour pouvoir maîtriser l'avantage d'une bonne relation fournisseur, une relation fournisseur fiable. Oui, c'est-à-dire c'est aussi de pouvoir poser des questions et puis avoir des réponses et être en mesure de juger de la pertinence de la réponse. Alors pour terminer cette table ronde, peut-être un petit mot à chacun sur l'intérêt, peut-être le rappel de l'intérêt à jouer collectif. Qui se lance? Ou quelque chose que vous voudriez dire, qui n'a pas été abordé. L'intérêt de jouer collectif, pour moi, c'est pas un intérêt, c'est une obligation en fait de jouer collectif. C'est pas une question d'intérêt. Comme je le disais tout à l'heure, les enjeux sont si gros, d'accord. Et puis la filière se structure, on l'a dit. Aujourd'hui, il y a le Corifère qui est en train de se structurer, donc c'est le comité d'orientation de la recherche et de l'innovation. Comme vous avez le CORAM dans le domaine de l'automobile, on voit quand même que les pouvoirs publics aujourd'hui, que le train a le vent en poupe entre guillemets. Il y a eu des appels à projets, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait émerger justement Train léger innovant et puis d'autres projets dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui vont répondre justement à la feuille de route qui est attendue par les pouvoirs publics pour répondre aux enjeux de desserte fine, donc amener justement le ferroviaire dans les campagnes, etc., autour de la décarbonation, de l'expérience voyageur, etc. Donc pour moi, je dirais que jouer collectif, ce n'est pas une option. Et le système ferroviaire est tellement gros et tellement complexe que aller chercher des leviers d'accélération et de transformation dans un temps qui nous est imparti, je vous rappelle juste le rapport du GIEC qui a été mis à jour hier, qui nous met une certaine pression et qui de toute façon ne nous donne pas d'autre option que de travailler ensemble. Donc oui, on a des Bosch, on a des Capgemini, et voilà. Donc je préfère répondre de cette manière-là si ça vous va. Très bien. Je t'en prie. Alors moi, je vais répondre sur une autre donnée qui est la durée de vie. La durée de vie d'un train, c'est 30-40 ans. D'accord. Donc, en tant que constructeur, on va avoir 2-3 ans de conception, 2-3 ans de fabrication, de la mise au point, de la garantie. Voilà, on va avoir le train entre nos mains pendant 7-8 ans. La SNCF va l'avoir pendant presque 25-30 ans. Donc quelque part aujourd'hui, imaginez qu'on pourrait alors SNCF, puisque ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a d'autres pays où ça se passe différemment, où il n'y a pas, on va dire, la connaissance et la maîtrise technique que peut avoir SNCF en France. Il y a des pays qui sont beaucoup plus ouverts on va dire, à la concurrence et où on peut faire de la maintenance, nous, pendant 30 ans, etc., etc. Mais toujours est-il qu'en France, la SNCF fait la maintenance des trains pendant pendant 30 ans ou 30-40 ans, mais on va dire Alstom va être déchargé de sa responsabilité sur ce produit-là au bout de 5-6 ans, d'accord. Et donc imaginez que SNCF soit totalement aveugle par rapport à des choix technologiques, par rapport à des choix de maintenance, par rapport à une équation complète, parce que quand on dit on veut faire de la décarbonation, on veut faire plus vert, etc., le constructeur il va avoir son prisme. Mais derrière, le coût de maintenance, la recyclabilité, le coût d'énergie, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'est une picture globale. Donc, quelque part, jouer collectif, c'est aussi intégrer l'intégralité du LCC. On est souvent jugé dans nos appels d'offres sur le LCC complet, mais le LCC sur 30-40 ans, vous imaginez bien que la production du train ne représente qu'environ la moitié d'un coût complet d'un train.
D'accord ? Donc, quelque part, il y a 50% du LCC qui n'est pas entre nos mains. Et quelque part, proposer un train à un opérateur en lui disant « Tiens, voilà les clés du camion, mais 50% des coûts, nous, on a décidé de 50% des coûts, mais toi, tu te débrouilles avec le reste et tu optimiseras si tu veux. » Non, ça marche pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce besoin de coordination en phase de conception et en phase de développement. Et pour ma part... François, voilà. Merci. Pour ma part, je pense que le jouet collectif, il doit s'étendre en dehors des filières. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de s'inspirer de l'inspiration que vous m'avez donnée, filière automobile, quand on a travaillé sur un train. Le ferroviaire se rapproche par certains aspects avec des projets communs. On vous envie énormément votre agilité, on vous envie vos modes rapides, votre capacité des fois à développer des systèmes industriels encore plus costauds que le ferroviaire. Et donc je pense que le jouet collectif, on peut l'entendre. En fait, j'ai pas du tout envie d'être donneur de leçons en disant le ferroviaire fait vachement de trucs, vous faites des trucs super et on a hyper envie de s'en inspirer. Donc d'un point de vue jouet collectif, je pense que l'enjeu, et en fait c'est pour ça que j'ai accepté ta proposition, Arnaud, parce que je me suis fait quand même tirer pas mal pour venir ici, parce que je pense pas du tout qu'on soit les meilleurs. Je pense que vraiment notre enjeu de jouet collectif, c'est de jouer avec vous, de prendre le meilleur de ce que vous savez faire, de nous inspirer, peut-être aussi, plus modestement, que nous, on puisse vous donner un petit peu d'inspiration. Mais j'aspire beaucoup à prendre de vos technologies. J'aimerais qu'on puisse produire le premier train nativement à batterie, qui soit français, qui soit pas dans une autre nationalité, pour faire cette même révolution. Et vous avez de l'avance sur ce sujet-là. J'adorerais que vous nous inspiriez. Je pense que le jouet collectif, pour moi, il doit sortir désormais de notre filière industrielle pour aller vers un écosystème complet français, européen, enfin en tout cas un vrai dialogue, une vraie inspiration, une vraie émulation, un vrai partage de technologies. C'est vraiment ça, moi, le message que j'ai envie d'avoir. Merci à tous les trois pour ces échanges très nourris. Maintenant, je suppose que ça suscite des questions dans l'Assemblée et vous pouvez bien sûr poser toutes les questions que vous souhaitez à nos invités. Oui, bonjour. Benoît Chameau, Tesla Mag. Monsieur Agoyer, je rebondis justement sur ce que vous venez de dire. Il y a un sujet que j'ai pas entendu, mais justement, vous allez peut-être pouvoir nous donner quelques informations. À propos du train à batterie, on entend parler de trains très légers. On a parlé de trains légers, mais il y a aussi tout un projet de la SNCF intéressant et très innovant de trains très légers, et en particulier le fameux Drési, qui est porté par un petit industriel qui s'appelle le groupe L'Or de l'Est de la France, et qui est à ma connaissance un train justement à batterie fait par une filière, un écosystème français, et dont l'originalité est d'être chargé à chaque gare par un système de charge stationnaire à chaque gare. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus, ça me semble être un truc très innovant et qui justement rapproche un petit peu l'automobile. Et puis le deuxième aspect, c'est le train très 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 léger. Alors ça, c'est peut-être un petit peu plus hypothétique, mais c'est cette fameuse navette rail-route dont on avait entendu parler aussi. Alors c'est peut-être, encore une fois, je pense, un peu plus hypothétique, mais qui rapproche vraiment le train de l'automobile. Si vous pouvez nous en dire un petit mot. Oui, avec plaisir. Au passage, je résiste pas. Sur le train très très léger, première fois que j'entends SNCF qui est dans Automoto le dimanche matin. On parlait des convections, des rapprochements entre les industries. L'exemple, il est quand même assez sympathique. Alors, c'est une vraie volonté de faire plus d'intermodalité. Je pense que c'est pas si hypothétique que ça. Je pense qu'il y a une réelle appétence des régions pour développer un transport décarboné et de mieux utiliser leur infrastructure. Donc je pense que ce sont des projets qu'on va voir assez rapidement. Et on s'inspire pour faire ce travail-là de tout ce qu'on a pu voir de mieux dans la mobilité. Évidemment, les projets que vous évoquez, on s'inspire de l'automobile. Sur ce qu'on nous appelle le biberonnage, le rechargement à quai, on s'est inspiré de ce qui existe. Et j'ai très envie que sur cette partie-là, ce soit pas moi qui réponde, ce soit plutôt Yannick qui réponde en expliquant ce qu'ils font sur le tramway. Où vous faites un projet qui est hyper innovant et qui fonctionne. Oui, enfin, on a vendu, juste par rapport à votre remarque sur le biberonnage, là, depuis 5-6 ans maintenant, il y a un tramway qui tourne en France, qui est le tramway de Nice, qui se recharge à chaque station. D'accord, on a vendu le concept également en caoutchouc.
à Taïwan. Donc c'est un tramway qui est équipé de packs avec des lithium capacitors, d'accord, et qui va se recharger en 20 secondes. Le temps d'ouverture-fermeture des portes d'un tramway, il va se recharger en 20 secondes et il va repartir jusqu'à la station suivante. Et si jamais la station suivante n'est pas opérationnelle, il peut faire 2 stations comme ça sur sa réserve d'énergie. Et donc le concept a également été vendu à Kaohsiung. Et globalement, Alstom a développé sur la base de ça des recharges rapides de bus qu'on a vendus à Tezen. Et effectivement, avec des plots de recharge rapide. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, on peut recharger jusqu'à 1600 ampères en 750 volts sur ces plots. C'est ce qu'on fait sur Nice. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de dire, plutôt que de procéder à une électrification générale, ça coûte super cher, poser une caténaire, ou alors de continuer à utiliser des énergies fossiles, eh bien, on regarde ce qui peut exister. Ce concept, il fonctionne bien. Drézy, c'est le projet que vous évoquiez, c'est un petit peu un tramway des campagnes, c'est comme ça qu'on l'appelle à la SNCF. Du coup, utiliser une technologie comme ça paraît juste très approprié. Il vise les lignes non électrifiées secondaires ou tertiaires, lointaines. Ouais, en fait, tous les trains, les nouveaux trains, les trains légers, les trains très légers, visent des lignes non électrifiées pour une raison toute simple. Ça coûte entre 1 et 3 millions d'euros pour électrifier 1 kilomètre de ces lignes-là. Donc, c'est super cher. Donc, si on fonctionnait dans l'ancien monde ferroviaire, il n'y aurait pas le choix. On a du gasoil ou on a de l'électrification. Et on ne se serait pas posé la question. Sauf que désormais, aujourd'hui, on a une approche système qui est de dire, et ça, on a un excellent projet qu'on fait d'ailleurs aussi avec Alstom, de réfléchir, de rationaliser un train batterie pour électrifier au plus juste. C'est un projet que j'adore, c'est celui qui m'a donné envie de revenir à l'innovation. C'est le principe de l'électrification frugale, où un train à batterie, donc un mobile, va changer la façon dont on conçoit l'infrastructure fixe. J'adore. Et ça, on divise par 3 les coûts d'exploitation sur une ligne. C'est Marseille-Aix, le cas d'usage, il est cas d'école. Hyper bien. Pour ceux qui s'intéressent, on fait aussi des electrical road sur la base de l'APS, qui est le système de tramway batterie qu'on a vendu à Bordeaux, de tramway qu'on a vendu à Bordeaux. Donc c'était son 2 rails sur la voie. Ça a été expérimenté en Suède et on a un projet d'expérimentation dans le sud de Paris. Une autre question. Oui, bonjour, Frédéric Moret, Forestia, Zéro Émission. Donc, comment voyez-vous les synergies entre le rail et l'automobile dans le domaine des infrastructures hydrogène? Complète, totale, maximum. L'hydrogène, il y a une telle pression, un tel lobbying pour développer les écosystèmes d'hydrogène qu'il y en aura en France. C'est une évidence. On sent, alors je vais peut-être pas être très politiquement correct, on sent qu'il y a une appétence forte des pouvoirs politiques pour qu'un client de mobilité lourde utilise massivement du ferroviaire. C'est logique et légitime. Yannick l'a très bien dit tout à l'heure. Pour avoir un écosystème qui fonctionne, il va falloir qu'on s'adapte. Et donc, typiquement, il va falloir que les infrastructures se partagent. Là, les discussions qu'on a aujourd'hui, mais aujourd'hui, je ne parle pas du futur, dans 5 ans, je parle de maintenant. Une région, on réfléchit écosystème tout de suite, et donc se dit, je vais implanter une station d'hydrogène, un électrolyseur à tel endroit, et il va m'alimenter mes trains, mais aussi ma flotte de bus, mais aussi, etc., etc. Donc, c'est tout de suite, systématiquement, à partir du moment où on parle d'un train TER, les collectivités fonctionnent écosystème. Il faudra impérativement qu'il y ait cette synergie. Par contre, attention, on consomme un peu. Alors, juste pour peut-être compléter ce que dit François, effectivement, je me rappelle avoir participé à une réunion dans une des régions qui va avoir du train hydrogène, où voilà, il y avait un comité de pilotage, ainsi de suite, le vice-président de région transport qui se fait présenter par les gens de la SNCF locale, où est-ce que les gens comptaient mettre la station. Alors à l'époque, je vais tout vous dire, c'était sur Auxerre, La Roche-Migène, et la SNCF dit, ouais, ça m'arrangerait, le monde d'avant en fait, ça m'arrangerait que la station soit à La Roche-Migène, parce que j'ai une voie d'évitement, j'ai une voie machin, truc, etc. Et puis là, le vice-président de transport qui éclate et qui dit, mais vous n'avez rien compris, moi ce que je veux, c'est que ce soit à Auxerre, parce que je veux alimenter mes bus, je veux alimenter mes taxis, je veux alimenter mes camions poubelles, etc., etc. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, ce qui pêche un peu sur l'hydrogène, enfin ce qui pêche aujourd'hui sur l'hydrogène, c'est le prix de l'hydrogène vert.
D'accord ? L'hydrogène gris, c'est pas cher du tout, et à la limite, si on veut en mettre, c'est pas cher, c'est moins cher que le gasoil, mais l'hydrogène vert, c'est toujours cher. Pourquoi ? Parce que on en fabrique peu, donc c'est cher, et si c'est cher, on en consomme peu, et si on en consomme peu, on massifie pas, etc., etc. Et on tourne comme ça, d'accord ? Et on peut tourner très très longtemps comme ça. Donc il y a eu des choix d'investissement, que ce soit, il y a eu 7 milliards en France, il y a eu 8 milliards en Allemagne, il y a eu 6 milliards en Italie, pour lancer la fabrication d'électrolyseurs massifs. Donc ces électrolyseurs vont arriver d'ici, ce qu'on m'a dit récemment, c'était d'ici 2-3 ans, et d'ici 2-3 ans, il pourrait y avoir, et il y aura certainement, d'après ce qui se dit, de l'hydrogène vert en surproduction quasiment en France, d'accord ? Et donc le prix de l'hydrogène vert risque de baisser, et donc de retrouver une appétence forte sur le marché. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, si vous n'avez pas de consommateurs, vous allez avoir du mal à lancer à lancer la mécanique. Alors que si vous avez un train hydrogène, ça consomme 160 kg d'hydrogène entre 150 et 250 kg d'hydrogène par plein. D'accord ? Une voiture d'hydrogène, c'est 3-4 kg. D'accord ? Donc vous voyez l'effet d'échelle. Et aujourd'hui, le gros avantage du train, c'est que le train, il rentre à la maison tous les soirs. Donc quelque part, sa station-service, il la voit tous les jours. Et donc quelque part, on va pouvoir massifier la production d'hydrogène vert et la distribution d'hydrogène vert autour d'un point géolocalisé, d'accord, autour du ferroviaire, et d'attirer donc des premiers usages vers des voitures à hydrogène, des camions poubelles à hydrogène, qui sont quand même aujourd'hui globalement financés par la puissance publique, d'accord ? Et donc quelque part, amener cette économie d'hydrogène vert à rentrer dans un cercle vertueux qui est j'en consomme, donc je massifie, donc je baisse mes prix, donc j'en consomme, etc. Et là, on rentre dans un autre cercle qui lui est vertueux, qui va aller vers la décroissance du coût de l'hydrogène vert. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que se présente, tout au moins sur le papier, sur PowerPoint, on verra dans la réalité comment ça va se passer. Mais voilà, il y a un schéma de ce type qui se discute. Une autre question ? Bonjour, Agnès Routet, moi je suis en charge des opérations que Capgemini délivre pour Alstom. J'avais une question, vous avez évoqué que la quasi-totalité des émissions c'était du scope 3 côté SNCF, on a parlé d'éco-conception à tous les niveaux des différents projets. Aujourd'hui, comment la filière s'organise sur tout ce qui est économie circulaire ? Oh, je vais faire un teasing de folie. La filière s'organise avec la parution sous l'égide de la Fédération des industriels du ferroviaire, à la parution d'un livre blanc qui recense les enjeux, les objectifs et les projets majeurs pour décarboner la filière et notamment les projets d'économie circulaire. Donc tous les projets sont recensés avec l'objectif d'ensemencer. Le projet ce livre blanc devait sortir jeudi dernier. Il est décalé pour des raisons de climat social, mais vous le verrez très prochainement. Donc il y a une vraie volonté de donner l'exemple, entre guillemets, pour que l'ensemble de la filière s'en empare. Et donc c'est un travail qui a été fait par la FIF, avec la SNCF, mais vraiment avec une contribution très très forte des industriels. Et donc il y a tous les projets ont été recensés, donc collecter les initiatives pour montrer que c'est possible. Il y a des très beaux projets qui sont faits par les entreprises de BTP du ferroviaire. Il y a quelques projets que je connais un petit peu mieux de la SNCF. Par exemple, comment est-ce qu'on recycle le vieux ballast, vous savez, les cailloux rouges là, qui sont sous les rails, pour les réutiliser. L'objectif, c'est que 50% de ces cailloux soient systématiquement réutilisés et que le reste, on le revalorise en matériaux de construction, etc. etc. Ou par exemple, les rails. Un rail, ça coûte super cher, ça pollue énormément. La construction du rail, notamment liée à l'énergie nécessaire pour le mouler, pour le forger, va polluer énormément. Donc, un rail a une durée de vie de 30 ans à peu près. Il y a des endroits où ça va un petit peu moins, il y a des endroits où ça va beaucoup plus longtemps. Mais on peut se dire qu'un rail qui sort de LGV, il est plus suffisamment performant pour assurer de la sécurité à très haute vitesse. Donc, évidemment, on ne peut pas le laisser sur la ligne à grande vitesse. Mais par contre, il est super performant pour être mis sur une petite ligne. Et donc, du coup, on va prendre ce rail, apte à des vitesses très élevées, plus de 200 km/h, pour le mettre sur les petites lignes avec des vitesses à 120 km/h, et ça marche très très bien. Et puis, si c'est pas possible, eh bien, on s'engage, et désormais, je crois que c'est 60% des rails qui ne peuvent pas être réutilisés, qui vont être réinjectés pour refaire du rail neuf. Et l'objectif, c'est d'ici à 2030, d'être à 100%. Donc, il y a vraiment cet objectif-là. Je pourrais vous parler de tous les projets. Il y a une recyclerie des organes de l'infrastructure ferroviaire. Donc, comme on voit un petit peu dans les recycleries un peu classiques,
Et que quand il y a des grosses opérations de travaux, avant, on balançait tout ça. Désormais, on recycle, on retrie, on remet à disposition. Et tout à l'heure, quand on a parlé de la réduction des prix sur les petites lignes, c'est massivement en utilisant ces matériaux-là. Donc il y a une volonté énorme de montrer ce qu'on fait, parce qu'on fait déjà de très très jolies choses dans le ferroviaire. On ne fait pas moins que les autres, en tout cas. Et de le promouvoir au sein de la filière. Donc promis, je vous ferai passer par Morgane le livre blanc de la filière. Moi, je vais vous parler d'une autre expérience que j'ai eue à l'époque où je m'occupais des TGV. On est allé faire un voyage d'études au Japon, et très très intéressant. Et puis dans un des dépôts de JR East, je crois, on voyait une machine à broyer les trains. Oh, un truc énorme, une espèce de bras robot qui grignotait les trains, c'était impressionnant. Et puis on leur disait, mais vos trains là, ils ont quel âge? Ah ben nos trains ils ont 15 ans. Ah putain, 15 ans. Et là, les Japonais nous ont expliqué, vous savez, chez nous, une maison, ça dure 20 ans, ça dure 30 ans, et on les reconstruit, etc., etc. Et on s'est posé la question, en se disant, mais un train qui dure 15 ans, est-ce qu'il n'y aura pas un intérêt quelque part? Ce serait moins cher, ce serait, etc., etc. Enfin, c'est simplement une ineptie. Aujourd'hui, nos trains, ils sont designés pour faire 30-40 ans. Donc, on peut parler effectivement, et on a des sujets sur la recyclabilité des tissus de siège, même des matériaux composites, où on est en train de chercher des résines qui vont permettre le recyclage, etc. On y travaille. Mais j'ai envie de dire, c'est quasiment anecdotique par rapport au fait de concevoir un train dont la durée de vie va être de 40 ans, 30-40 ans, dont un TGV, ça va faire 800 000 à 1 million de kilomètres par an. Donc vous imaginez la durée de vie, enfin le cycle de vie que va avoir, la sollicitation que vont avoir tous les matériaux, le moindre kilo de matériaux qu'on va mettre dans ce train, en termes de sollicitation, c'est déjà beaucoup. Et il faut absolument qu'on continue à faire ça. Il y a des gens qui commencent à nous dire, mais et le train, est-ce qu'il serait pas moins cher s'il faisait 10, 12, 15 ans? Oui, il serait moins cher, mais vous pouvez pas d'un côté nous demander de faire du recyclage de tissus de siège, et puis d'un autre côté nous demander de faire un train qui dure que 10 ans. Ça n'a pas de sens. Enfin, le rapport entre les deux, d'un point de vue impact sur la planète et sur les matériaux, il est ridicule, quoi. Voilà. C'est juste pour vous redonner un peu le contexte, et puis alors on peut avoir des initiatives, ce qu'on appelle des micro-initiatives. Ce qu'il faut garder quand même en tête, c'est tout le côté durabilité du train. Alors, y a-t-il encore des questions? Non? Bon, bah alors maintenant, place aux ateliers. Hein. C'est vous qui allez devoir travailler sur ces 3 thèmes, hein, qui sont l'éco-design, la supply chain et l'économie circulaire. Et je vais redemander à Arnaud de venir vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc, étant donné qu'on a eu un manque de participants, donc je pense qu'il y a eu des petits sujets certainement de transport, ce qu'on vous propose, c'est on va mener un atelier, on va se mettre là, juste à côté, ou peut-être même rester ici, hein, si vous voulez, derrière messieurs, vaguer à d'autres occupations. Et justement, on va choisir un thème ensemble pour travailler autour de cette filière. Soit l'éco-design, soit la supply, soit l'économie circulaire. Voilà, c'est ce que je vous propose pour enchaîner, et ensuite on mangera, enfin on déjeunera, cocktail déjeunatoire ensemble, si ça vous convient. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci Florence. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette table ronde.